sous l'égide du C2D et de la ville d'Antibes sur le handicap, la culture. On ne présente pas Boris Cyrulnik. On le présente pas parce que 18 ouvrages, 2 500 000 exemplaires vendus de l'ensemble. Tout le monde a lu, voilà, du Cyrulnik. Tout le monde l'a lu, tout le monde en a tiré de cette fine vulgarisation de choses complexes, un enseignement et une étape supplémentaire dans la compréhension de la fragilité, de la vulnérabilité, de la force qui peut en être. En même temps, il a plusieurs avantages et inconvénients. Il est neuropsychiatre, il est même psychanalyste. Donc c'est dire qu'il perce vos cœurs et vos âmes en vous regardant, voilà, ou en vous écoutant, ce qui est encore pire. Et puis il a des livres qui ont des âmes de poète, Le laboureur et le mangeur de vent, voilà, ou bien La nuit j'écrirai des soleils. Donc il y a dans la résilience, qui est bien sûr la marque de fabrique de Boris Cyrulnik, une consolation triomphante de la vulnérabilité dont on peut sortir de ses blessures avec une force supplémentaire. Donc vous le savez tous, donc aujourd'hui il a accepté, une fois de plus, de venir de Toulon, cette terre dans laquelle jusqu'à présent le Mistral s'arrêtait, mais qui arrive maintenant jusqu'à nous, puisque Boris Cyrulnik arrive jusqu'à nous, et qui nous amène avec ce vent qui illumine le ciel, une réflexion sur le handicap, qui est aussi une réflexion sur l'avenir. Donc l'homme est inépuisable, ne l'épuisez pas, mais essayons d'écouter avec intérêt, comme chaque fois, et en étant séduits par la douceur de la voix et la force de la pensée. Merci à vous tous. Comment vous voulez? Vous voulez lui parler là? Vous voulez que je parle de là? Vous faites ce que vous voulez. Je vous abandonne ou je vous accompagne. Alors, de quoi faut-il parler? Alors, Monsieur le maire et son équipe m'ont invité à réfléchir à handicap et résilience. Alors, le mot handicap est un mot curieux. Ça vient de hand in cap, c'est-à-dire la main dans le chapeau. La main dans le chapeau, c'était un jeu anglais où il fallait, celui qui avait trop de bénéfices recevait un handicap pour avoir moins de bénéfices, donc il était freiné. C'est ensuite rentré dans le champ des chevaux, les courses de chevaux, où quand un cheval était trop fort, on lui mettait le jockey le plus lourd sur le dos pour le freiner. Et ensuite, c'est rentré dans la clinique humaine, c'est-à-dire qu'il y a parmi nous des gens qui ont des accidents neurologiques, psychologiques, qui freinent leur développement. Et maintenant, l'idée que je vous propose, c'est que ça entre aussi dans la culture, et il peut y avoir des cultures où certains parmi nous sont freinés dans leur développement. Alors, parmi ces handicaps, je vais commencer donc physique, psychologie, affectif, psychologique et socio-culturel. Et dans tous ces domaines-là, certains parmi nous ont leur part de frein, c'est-à-dire de handicap. Alors, le handicap le plus facile à comprendre, c'est le handicap génétique. C'est celui qui est le plus clair et c'est pas le plus fréquent, mais il existe. Il y a 8000 maladies génétiques différentes, donc c'est beaucoup de maladies, mais c'est une très faible proportion des bébés qui arrivent au monde.
sauf dans la famille, où quand un bébé arrive au monde avec un handicap, là, pour eux, c'est pas très faible, c'est énorme, et c'est même 100%, parce que quand un bébé est handicapé, la famille entière souffre. Mais c'est rare, même s'il y a 8000 maladies différentes, c'est quand même très rare. Par exemple, et même surtout quelque chose qui est difficile à penser dans notre culture, c'est que le handicap génétique, il y a très peu de gènes sous cloche, c'est-à-dire un gène qui s'exprimerait de manière inexorable quel que soit l'environnement. Même quand il y a un handicap génétique, il s'exprime différemment selon la structure du milieu. Et cette phrase que je vous propose là, elle disqualifie probablement le raisonnement habituel en est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? La réponse est claire, c'est forcément les deux. Inévitablement les deux, c'est-à-dire que quand quelque chose est inné, une anomalie génétique, eh bien l'expression sera différente selon la structure du milieu. Et là, ce que je viens de dire, c'est la définition de l'épigenèse. Alors l'épigenèse, j'ai appris ça à l'Institut de psychologie, où mon maître Rémi Chauvin disait « Prenez l'exemple des abeilles. Il y a une abeille qui est grosse, l'abeille reine, et elle meurt. Et il faut qu'il y ait une autre abeille reine, sinon la ruche entière meurt. Alors les abeilles ouvrières entourent une larve d'abeille destinée à devenir une abeille ouvrière, et elles se collent contre cette larve, donc elles augmentent la chaleur, elles tambourinent constamment pour avoir des stimulations physiques, elles donnent à la larve de la gelée royale, et cette modification de l'environnement donne une abeille reine, grosse, immobile, fertile, qui a exactement le même ADN que les abeilles ouvrières, petites, hypermobiles, stériles. C'est le même ADN qui s'exprime de manière radicalement opposée selon la structure du milieu. Donc s'il y a encore dans cette salle des gens qui veulent raisonner en termes d'inné et d'acquis, eh ben, ils vont passer une mauvaise heure. Parce que les deux sont importants à 100%. Et que ce raisonnement, cet stéréotype de raisonnement vient du dualisme cartésien, le corps ou l'âme. Et c'est pas possible, l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Alors donc, la résilience, c'est la reprise. Alors la définition de la résilience, il n'y a pas plus bébête que la résilience. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Alors que dans cette salle, je pense qu'il y a une majorité de praticiens, et le savoir des praticiens est souvent différent du savoir des gens de laboratoire. Dans un laboratoire, on peut faire un objet de science. On réduit, on manipule, on fait une hypothèse, on introduit des variables, on fait des séries de sang, et on arrive à des conclusions provisoirement tenues pour vraies. Mais nous, praticiens, qu'on soit assistante sociale, psychologue, infirmière, médecin, on est des laboureurs, c'est-à-dire qu'on a les pieds sur le terrain. La personne qui s'assoit près de nous, c'est pas un objet de science. Elle s'assoit avec son corps, son cerveau, sa religion, son histoire, son développement, son contexte social. On peut pas, c'est pas un objet de science. C'est-à-dire que on est obligé de tenir compte de déterminismes étonnamment différents, qui constituent une personnalité. Et on ne peut pas la manipuler. On ne peut pas lui dire, bah, tiens, vous, je vous donne un médicament, mais nous, vous, je ne vous en donne pas. Comme ça, on verra la différence. C'est pas possible. Donc on a un autre savoir que le savoir des scientifiques, qui est respectable, qui a bouleversé notre manière de vivre, notre culture sur la planète entière. Donc c'est un savoir respectable, mais il n'est pas exclusif. Et les infirmières, les aides-soignantes ont un autre savoir à qui on ne donne pas assez la parole, et je vais essayer de donner la parole. Alors dans ce déterminisme
biologique, il y a des accidents cérébraux. Ça arrive, c'est pas forcément des accidents génétiques, mais ce sont des accidents cérébraux, des hémorragies, parfois dans l'utérus ou au moment de l'accouchement, où il y a des cordons ou des moments d'anoxie, enfin il y a des pépins, parfois graves, qui fait que l'enfant démarre son aventure humaine avec un handicap neurologique. Eh bien, même ce handicap neurologique s'exprime de manière très différente selon la structure de son environnement familial, quartier, culture, récit. Tous ces environnements. Par exemple, dans une culture où on ne faisait du social que par notre corps. C'est-à-dire qu'avant le XIXe siècle, c'est le corps qui faisait du social. Le corps des femmes, elles devaient mettre au monde le plus d'enfants possible pour la survie, des garçons de préférence à des filles pour la guerre ou pour faire des trappes. Il n'y avait pas une seule génération sans guerre, et j'ai connu ça quand j'étais enfant, ou même après, puisque j'ai connu 2 guerres, la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Eh bien, je peux vous assurer que c'est le corps qui fait du social et que la violence des garçons, plus que celle des filles, est instrumentalisée par la culture, par toutes les cultures, pour en faire des soldats ou des ouvriers ou des paysans qui travaillent 12 à 15 heures par jour sans se plaindre, parce qu'un homme ne se plaint pas. Donc les femmes étaient entravées, on sera tous d'accord, elles n'avaient pas de droit, donc elles étaient entravées, mais parce qu'on ne tenait pas compte du développement de leur personnalité. C'était même pas pensé. Ce qui comptait, c'était qu'elles servent un homme et le plus d'enfants possible, des garçons de préférence. On a fait des millénaires sur cette a priori. On a fait des millénaires. Depuis 2-3 générations, ce que je viens de dire est faux. Depuis 2-3 générations, ça a commencé avec le 19e siècle, l'explosion de la technologie, et puis surtout, ça a commencé au 20e siècle avec l'apparition des métiers du tertiaire et le développement de l'école. Et là, ce qui fait du social aujourd'hui, c'est la tête, le diplôme, où les femmes sont excellentes, l'art de la relation, la parole, où les femmes sont excellentes, et cette manière et la manipulation des machines où les femmes apprennent très rapidement à manipuler les machines. Et là, on voit apparaître une injustice sociale, c'est que les filles ont un développement neuropsychologique plus précoce que les garçons. Une petite fille de 12 ans a 2 ans d'avance sur les garçons. Au point de vue scolaire, c'est faramineux. Et maintenant, ce qui fait la hiérarchie sociale, c'est plus la force physique, c'est moins la force. Ça revient si la guerre est à nos portes. Et là, je peux vous assurer que quand la guerre arrive, la violence des hommes redevient une valeur adaptative, comme on le voit aujourd'hui en Europe et comme on le voit dans les pays du Proche-Orient et ailleurs aussi, dans les pays d'Asie, où j'ai aussi eu l'occasion de travailler un peu. Dès que la guerre réapparaît, la violence des hommes, pas des femmes, redevient valorisée. Mais dans notre culture, la violence des hommes est dévalorisée. Et c'est un progrès. Quand un homme est violent, maintenant, on appelle le SAMU, les pompiers, le GIGN, parce que c'est plus supportable. On est la seule culture à le faire en Occident aujourd'hui. Donc c'est une véritable révolution anthropologique qui est en train de se mettre en place, qui fait que finalement le handicap change de signification, puisque maintenant on peut avoir un handicap physique, et si on a une tête qui marche bien, et si le milieu exploite cette capacité du handicapé, eh bien, il peut se développer infiniment mieux qu'avant, puisqu'avant, la culture n'utilisait que son corps, et maintenant, on voit des handicapés, on voit des trisomiques qui apprennent des métiers. Et quand j'étais étudiant, on nous apprenait qu'un trisomique avait une espérance de vie de 25 ans et qu'il ne pouvait pas apprendre de métier. Or, aujourd'hui,
Il y a des trisomiques qui vivent jusqu'à 70 ans et certains apprennent des métiers parfois intéressants parce que les valeurs sélectives ne sont plus du tout les mêmes. Et qu'il y a de moins en moins de trisomiques, mais il y a des maladies qui altèrent le corps et pourtant où c'est handicapé dans notre nouvelle culture de l'école et de la relation se débrouille, se développe de mieux en mieux à condition que la famille, le quartier, la politique, le système éducatif leur donnent des lieux d'expression. Donc c'est un nouveau raisonnement qui est en train d'apparaître. Alors, exemple, je vais dire son nom parce qu'il en a fait des livres magnifiques que vous avez certainement lus. Alexandre Jolien, que vous avez dans la salle, il y a des gens qui l'ont forcément lu. Il arrive au monde avec un cordon autour du cou, il est étranglé et il fait une nécrose de ce qu'on appelle les noyaux gris de la base et d'autres zones cérébrales qui commandent aux jambes. Donc il arrive au monde avec une maladie de Little et il marche très mal, il parle pas et un médecin dit aux parents il faut le mettre dans une institution. Donc il est placé dans une institution où personne ne lui parle et donc il est handicapé mental, il est handicapé physique et comme personne ne lui parle, il devient handicapé mental. Il ne parle pas, il a un retard de langage énorme et jusqu'au jour où un éducateur a une idée invraisemblable de mettre ce petit garçon, je crois qu'il avait 11 ans, devant un ordinateur. Il ne parle pas, il marche très mal, mais il arrive à se servir maladroitement de ses doigts. Il apprend très vite à taper sur l'ordinateur et, stupeur, on découvre que ce petit garçon qui ne parle pas a un monde mental très riche, très nuancé, et qu'il apprend. Et à ce moment-là, en France, à cette époque-là, il n'y avait pas de système, il y avait moins de systèmes qu'en Irlande, où on s'occupait beaucoup mieux des enfants handicapés qui avaient ce genre de handicap. Donc il part en Irlande, il rattrape son retard à une vitesse stupéfiante, grâce à l'ordinateur, grâce aux éducateurs qui veulent bien l'aider, et qui lui donnent des conseils d'aller en Irlande, où ce genre de handicap est beaucoup mieux organisé par la politique du pays, et par la politique éducative du pays. Et je le rencontre, je sympathise avec lui parce qu'il avait publié un livre délicieux où ce livre, il s'oppose lui-même à Socrate, alors qu'il a passé une enfance dans une institution où on ne lui parlait pas. Et il oppose ses idées à celles de Socrate. Et bien sûr, il dit que c'est lui qui a toujours raison et pas Socrate. Donc il y a un livre de philosophie plein d'humour. Et je lui dis, mais quand tu es parti en Irlande, il fallait que tu apprennes l'anglais. Et il avait encore une grosse dysarthrie. Et il me répond maladroitement avec sa dysarthrie, oui, mais avec la méthode A6000, c'est facile. J'ai envisagé de l'étrangler. Parce qu'il a appris l'anglais dans des livres avec la méthode A6000 et il a fait des études de philosophie et il a fait ensuite une belle carrière de philosophe, d'écrivain. Je l'ai rencontré souvent, il est marié, il a des enfants. Il a déclenché un processus de résilience. Le handicap, il l'avait. C'est volontairement que j'emploie l'imparfait, parce qu'il l'a encore, mais il l'a beaucoup moins. Parce que depuis qu'il parle, il a appris à parler. Et quand il passe à la télé et quand les journalistes l'interrogent, il est tellement narcissique qu'il a fait des progrès énormes. Et maintenant, en quelques années, il parle beaucoup mieux. J'étais à Venise avec lui. Alors là, il y avait les ponts. À Venise, il y a des ponts partout. À chaque pont, j'avais peur de le perdre. Je me dis, s'il tombe à l'eau, il va se noyer. Et puis finalement, c'est un homme délicieux. Pourquoi il a pu déclencher un processus de résilience? Le fracas, il l'a eu. La nécrose des noyaux gris qui commandent aux jambes, il l'a eu. Les lobules paracentraux abîmés, il les a. Mais tout le reste du cerveau qui fonctionnait bien a été stimulé par une institution qui lui a appris à parler
une université qu'il a accueillie, des gens qui l'ont entouré, et il a déclenché un excellent processus de résilience qui fait que maintenant, il est heureux et il rend heureux les gens qui l'entourent. Définition de la résilience. C'est bébête. C'est bébête, mais ça implique de renoncer aux causalités linéaires. Et ça reprend l'idée que je vous proposais tout à l'heure. Dans un laboratoire, on peut faire un objet propre scientifique. C'est bien, c'est respectable, c'est nobélisable, et ça l'a souvent été, et ça a métamorphosé la condition humaine. Ça métamorphose aussi aujourd'hui la condition humaine et la condition des animaux, puisque l'excès de nos triomphes est en train d'abîmer notre nature, l'oxygène de l'air et l'oxygène de l'eau. Alors, donc ça veut dire qu'il faut renoncer aux causalités linéaires. Il faut renoncer à dire que c'est une cause qui provoque un effet. C'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique, Alexandre Jolien, ou maléfique, l'excès de la technologie, l'excès de viande, l'excès de technique est en train d'abîmer notre culture. L'excès de viande, la pandémie, ce n'est pas un accident naturel. La pandémie, le virus est un produit de la civilisation. On a tous sur nos mains, dans notre tube digestif, des millions de virus. Ces virus, dans notre intestin, participent à la sécrétion de la sérotonine et de la dopamine, qui sont deux neuromédiateurs. La dopamine qui nous donne le plaisir de bouger et la sérotonine qui nous donne le plaisir de vivre, les petits plaisirs de la vie quotidienne. Merci les virus. Ils nous aident à synthétiser ces deux neurohormones qui nous donnent le plaisir de vivre. Mais le Covid, ce n'est pas un virus. Il a été inventé par les élevages intensifs, avec des élevages immenses en Chine, en Argentine. J'ai vu ceux d'Argentine, des élevages immenses où les excréments des bovins se mélangent aux excréments des oiseaux pour inventer un virus contre lequel on n'est pas immunisé. Si bien que si on n'avait pas fait le confinement et le vaccin, c'est probablement des millions de morts supplémentaires qu'il y aurait eu. Alors le vaccin, les scientifiques ont fait d'abord les cliniciens ont fait des prouesses stupéfiantes. À tout à l'heure, ils ont réussi à mettre au point une méthode de traitement pour une maladie qu'ils ne connaissaient pas. On ne savait pas que ça donnerait des complications respiratoires. Ils l'ont découvert très rapidement. Les scientifiques ont découvert avec une vitesse étonnante le vaccin qui permettait de lutter contre ce Covid-19, et les commerciaux ont été moins habiles parce que là, il y a eu des conflits de commerce, un laboratoire qui voulait se préserver le privilège de commercialiser pour gagner plus d'argent. Et là, il y a eu des impératifs commerciaux qui nous ont échappé et qui, là, ont freiné un peu le début de la lutte victorieuse contre le Covid. Mais si on remet en place ce qui a inventé le Covid, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, il y aura un nouveau virus et il faudra tout recommencer. Et ce qui se passe sur le plan culturel, c'est que après chaque catastrophe, naturelle ou culturelle, guerre, tremblement de terre, virus, famine, peste, après chaque catastrophe, on voit se remettre en place le même processus. Ou bien on remet en place ce qui a provoqué la pandémie. 3 ans après, il y a eu le siècle des pestes. Il y avait à Marseille une très belle exposition sur la peste de 1720. Là, il y a des tableaux, il y a des archives, et il y a des instruments. Vraiment, l'exposition était magnifique. On a remis en place 1 Européen sur 2 est mort en 2 ans. On a remis en place, je parle de la peste de 1348 qui est partie de Marseille. 1 Européen sur 2 est mort. Ne sont pas morts ceux qui s'étaient spontanément confinés dans des grandes maisons.
Comme d'habitude, les pauvres qui n'avaient pas de grande maison sont morts en masse. Ceux qui pouvaient se payer une grande maison sont moins morts que les autres. Donc c'était le début de la compréhension que le confinement protégeait. Mais ça a été aussi le début d'un changement culturel. C'est que quand il y a une catastrophe nationale comme ça, un Européen sur deux qui meurt en 2 ans, arrivent tout de suite des explications. Il y a eu 2 explications tragiques. La première, c'est que René Girard, qui s'appelait lui-même l'anthropologue chrétien, il s'appelait comme ça lui-même, dit que dans ce cas-là, il y a toujours un mécanisme de bouc émissaire qui se met en place, c'est-à-dire, vous voyez bien le mal, vous voyez bien que les gens meurent. Moi, votre sauveur, je sais d'où ça vient. Ça vient des étrangers, ça vient des juifs, ça vient des arabes, ça vient des femmes sorcières. Il suffit de brûler quelques sorcières, il suffit de brûler quelques juifs ou quelques arabes et de chasser les étrangers et tout ira mieux. Et ce phénomène de bouc émissaire, on l'a refait à chaque tragédie, on a refait ce phénomène de bouc émissaire. Et je suis triste de dire que je vois réapparaître aujourd'hui, où notre civilisation est en difficulté, en menace en tout cas, on voit réapparaître l'explication du bouc émissaire qui me fait très peur. Alors, dans la nouvelle idée qui apparaît maintenant, c'est que là j'ai fait un raisonnement. Une altération cérébrale, quelle que soit la cause, peut s'exprimer de manière très différente selon la structure du milieu familial, quartier, culture, récit. Et maintenant, je vais vous proposer le raisonnement opposé. Une modification du milieu modifie la manière dont le cerveau fonctionne. C'est-à-dire que lorsque j'ai travaillé en Roumanie, beaucoup, à l'époque de Gheorghe Udege, où il y avait des tragédies dont on ne pouvait pas parler, on ne pouvait même pas en témoigner, parce qu'il y avait un stéréotype culturel, il fallait dire que ces pays étaient merveilleux, donc on ne pouvait même pas témoigner. Et puis j'ai eu l'occasion, après l'effondrement du mur, je suis parti avec Médecins du Monde, et j'ai vu les enfants qui ont été mis, non pas dans des orphelinats, mais ils ont été mis dans des mouroirs, parce que les femmes, chez Auchescu, pour payer la dette, demandaient et surveillaient le linge des femmes pour être sûres qu'elles n'avortent pas, et qu'elles soient enceintes et qu'elles mettent au monde des enfants, pour faire des ouvriers, 14 heures par jour, pour payer la dette. Donc les femmes étaient tenues de mettre au monde le plus d'enfants possible. Le ventre des femmes appartenait à l'État, pas à elles. C'est-à-dire qu'elles étaient aliénées au sens marxiste du terme. C'est-à-dire que là, c'est une définition qui m'a convaincu, le corps des femmes, les femmes étaient aliénées parce que leur ventre ne leur appartenait pas à elles, leur ventre appartenait à l'État pour mettre au monde des ouvriers pour payer la dette et des ouvrières. Donc j'ai vu des mouroirs où ces enfants étaient complètement abandonnés, isolés. Il n'y avait pas d'altérité. Étant privé d'altérité, j'ai demandé des scanners, j'étais neurologue à cette époque-là, depuis longtemps même, et donc j'ai provoqué un scandale où beaucoup d'amis roumains me disaient « mais les scanners, il faut les réserver à des enfants qui se développent bien. Tu vois bien que ces enfants sont des monstres, c'est pour ça qu'ils ont été abandonnés. » C'est parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils sont des monstres. C'est pas parce qu'ils sont des monstres qu'ils ont été abandonnés. Et j'ai réussi à obtenir quelques scanners de ville, et comme j'avais appris à le voir en neurologie et en neurochirurgie à Paris, on voyait sans difficulté les atrophies cérébrales. On voyait les atrophies cérébrales, mais on ne savait pas expliquer pourquoi. Et c'est le prix Nobel Dubel et Wiesel, en 1982, qui a démontré qu'une population de chatons avec un cache sur l'œil gauche, quand les chatons meurent, ils ont une atrophie occipitale droite. Une autre population de chatons avec un cache sur l'œil droit,
quand ils sont morts, ils avaient tous une atrophie occipitale gauche. On avait la preuve photographiée qu'une altération de la perception du milieu pouvait expliquer l'atrophie cérébrale. Or, quand j'ai travaillé à Tel Aviv avec Shaul Harel, qui est professeur de neuropédiatrie à Tel Aviv, et 170 femmes enceintes, palestiniennes et israéliennes, consultées dans les hôpitaux israéliens où les Palestiniens font d'excellentes études de médecine. Et ils ont des postes de responsabilité, et ils sont même efficaces et honorés. Et dans ces 170 femmes, ont mis au monde 170 bébés, et Shaul constate que tous ces bébés avaient une atrophie des 2 lobes préfrontaux, socle neurologique de l'anticipation, des 2 systèmes limbiques, socle neurologique de la mémoire et des émotions, et une hypertrophie de 2 noyaux gris de la base du cerveau, qu'on appelle les amygdales du cerveau rhinencéphalique, et qui a été multiplié par 10. Socle neurologique des émotions insupportables, de désespoir, de haine, de colère. C'est-à-dire que le milieu avait sculpté le cerveau des enfants et avait provoqué des dysfonctions cérébrales qui, lorsqu'elles duraient trop longtemps, finissaient par faire des anomalies anatomiques du cerveau qui expliquaient pourquoi ce cerveau fonctionnait si mal. Ces petits garçons, plus que ces filles, réagissaient à la moindre émotion par des comportements de rage et d'explosion. Je faisais les électroencéphalogrammes de ces enfants très altérés par la privation, par l'altération, je le souligne, c'est l'altération du milieu qui avait altéré leur cerveau. Dès que la mère était sécurisée, ou dès qu'on mettait ses enfants dans un milieu sécurisant, un substitut affectif, une nuit ou 2 plus tard, l'électroencéphalogramme enregistrait que le cerveau se remettait à bien fonctionner. La résilience neuronale est la plus facile à déclencher, c'est totalement contre-intuitif. Plus on s'y prend tôt, plus la résilience est facile. Plus on attend, plus la résilience sera de mauvaise qualité. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le point de départ soit une hémorragie, une tumeur, un accident, ça peut être modifié, le développement peut être tutorisé de manière différente selon la structure du milieu, sauf que c'est nous qui décidons de la structure du milieu. C'est nous qui décidons si on abandonne ces enfants parce que ce sont des monstres, comme on me l'a dit en Roumanie. J'ai entendu ailleurs aussi. Mais c'est nous qui décidons comment est structurée la famille. C'est nous qui décidons comment on va organiser l'école, la culture du quartier, qui va accepter ses enfants ou ne pas les accepter. Donc c'est nous qui décidons de la structure du milieu, qui en retour va modifier la manière dont le cerveau va fonctionner. Le point de départ peut être neurologique ou socio-culturel ou affectif. Alors là, c'est le contraire de Descartes. Là. S'il y a des philosophes dans la salle, il faut se méfier, il y a toujours des philosophes dans la salle. C'est Spinoza. C'est-à-dire que le corps et l'âme fonctionnent ensemble. Mais sauf qu'on a une possibilité de modifier le fonctionnement du cerveau en agissant sur le milieu. Et là, on a un degré de responsabilité éducative, sécurisante, affective, sociale, culturelle, politique. C'est-à-dire que là, on a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité. Mais nous tous, à tous les niveaux, l'affectivité, ce n'est pas les décideurs politiques qui vont nous la fournir, c'est les structures familiales, quand elles marchent. La culture du quartier, c'est le sport de petit niveau. C'est-à-dire, dans la culture du quartier, il faut que les orchestres soient de mauvaise qualité.
Parce que si les orchestres sont de mauvaise qualité, ça veut dire que plein de gosses du quartier vont faire plein d'orchestres qui vont jouer dans les écoles, sur le trottoir, et que ça va mettre une ambiance délicieuse. Le sport de petit niveau, il faut qu'il y ait plein de clubs de football où on joue mal au football, pour qu'il y ait plein de gosses qui jouent au football. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un football spectacle stupéfiant, de qualité physique stupéfiante. Et les femmes s'y mettent bien maintenant. Il y a des équipes féminines de football, mais c'est des filles hyper sélectionnées. Et ce qui fait la résilience, c'est plein de petits clubs de foot, c'est plein d'orchestres, c'est plein d'ateliers de peinture, c'est plein de petits clubs de théâtre. Et là, les gosses en difficulté ou les gosses pas en difficulté auront des lieux pour s'exprimer, pour jouer au foot, pour faire de la musique, pour rencontrer des copains. Et je travaille à Toulon avec Pierre Lemarquis, qui est neurologue, musicien, musicologue et membre correspondant de l'Académie des sciences à New York. Et les Américains ont fait des études de neuromusicologie, où ils montrent, et Olivier Houdet à Paris récemment m'a envoyé des neuroimageries qui montrent que quand on fait faire de la musique à un enfant préverbal ou à un enfant handicapé, quand on l'encourage à faire de la musique, la neuroimagerie montre que 4 points rouges s'allument autour de la zone du langage. Ce qui veut dire que ces enfants stimulés par la musique sont en train de circuiter, de sculpter le lobe temporal gauche qui va devenir la zone de la parole. Ce qu'on constate cliniquement, les enfants préverbaux à qui on apprend de la musique parlent avant ceux qui ne font pas de musique. Donc on voit qu'on a des stimulations très simples. Et le sport à l'école joue un rôle beaucoup plus important que celui qu'on croyait. Et alors là, pour les handicapés du corps, c'est important. Ils ont une nécrose accidentelle, hémorragique, traumatique, etc. De certaines zones du cerveau, les neurones sont morts. Ça, c'est clair. Là, il n'y aura pas de résilience possible. Mais autour de la zone non nécrosée, il y a des neurones sains. Si on stimule ces neurones sains, il va y avoir un mécanisme de compensation. Ça ne sera pas la guérison. La guérison, d'abord, ça voudrait dire que ces gens sont malades. Ils ne sont pas malades. Ils ont un accident de développement, une altération développementale qu'on peut compenser en agissant sur le milieu. Et là, on sait ce qu'il faut faire. Alors, quand j'étais gamin, je jouais au rugby. Et on allait faire de la musculation pour être encore plus fort, parce que bien sûr, on était les meilleurs, même quand on perdait. C'était l'arbitre qui nous avait fait perdre. Mais c'était l'époque où on disait, oui, mais ceux qui ont des gros muscles ont un petit zizi. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Pierre Lemarquis, avec qui j'ai le bonheur de travailler, montre que quand on apprend du piano à ses gosses, la zone correspondante des doigts sur le cerveau est hypertrophiée. Quand on fait faire de la musculation des cuisses à des enfants qui ont eu une nécrose pour une maladie de Little ou pour un cordon autour du cerveau, les neurones perdus sont perdus. Ils ne vont pas retourner à l'état antérieur. Mais les muscles des cuisses, la zone correspondante, les lobules paracentraux entre les deux hémisphères, ces lobules vont être hypertrophiés parce qu'on fait faire de la musculation des cuisses. Pour le zizi, on n'a pas encore fait d'observation, mais si vous m'invitez, là, on va toucher sûrement des subventions pour faire des études. Donc ça veut dire que ce nouveau mode de raisonnement, la résilience dans le handicap, montre que on peut agir, donc on doit agir. Alors, le handicap, j'ai oublié de regarder l'heure, donc je ne sais pas à quelle heure je dois me taire. Vous m'insultez 10 minutes avant la fin ou un quart d'heure avant la fin. Donc, le schéma de raisonnement que je vous ai proposé, résilience neuronale, puis résilience affective, puis résilience psychologique, puis résilience verbale,
culturel, social, politique. C'est donc un raisonnement écosystémique que seuls les praticiens savent faire, mais en s'inspirant des études de laboratoire, en n'excluant pas les études de laboratoire, mais en les validant ou parfois en les invalidant. Donc le savoir des praticiens, des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, des éducateurs, c'est un vrai savoir qui n'est pas assez valorisé par nos universités. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler en Roumanie, je vous l'ai dit, et j'ai aussi été invité à faire des bilans prolongés. Et en Roumanie, ensuite, il y a Nelson et Zina, qui sont deux Américains, ont fait des publications magnifiques sur ces enfants roumains que j'ai vus, qui avaient ils ne parlaient pas, ils avaient un retard de langage presque comme un autiste, un retard de langage énorme, ils se balançaient tout le temps, ils ne faisaient que ça, il n'y avait pas d'altérité, il n'y avait personne à regarder, pas de bras, pas de sourire, ils faisaient que ça, privés d'altérité par une décision politique absurde et criminelle qui les avait privés d'altérité. Ils ne pouvaient pas parler, il n'y avait pas d'altérité. Ils ne pouvaient pas répondre, apprendre le sourire, ils ne voyaient personne leur sourire. Ils ne pouvaient pas tendre les bras, personne ne leur avait tendu les bras. Donc ils avaient des altérations cognitives qui s'ajoutent. C'était des enfants sains qui avaient été isolés. Et ces enfants sains étaient très altérés parce que la décision politique de Ceausescu a abîmé très gravement presque 200 000 enfants. Quand j'ai travaillé avec Șerban Ionescu et Violeta Stan, ils ont aussitôt proposé une nouvelle niche sensorielle affective, donc verbale, donc jouer avec ces enfants, parler, et ils ont récupéré 100 000 enfants sur presque 200 000. Alors, il y en a un que j'ai vu à Constanța, sur la mer Noire, en Roumanie. Il avait 8 ans. Retard de langage énorme, il ne parlait pas. Il ne faisait que se balancer. Quand il avait une émotion trop forte, il s'auto-agressait. Et même, il y a des praticiens dans la salle qui savent bien que quand un enfant est isolé, il se tape la tête par terre ou contre les murs avec une violence effrayante. Moi, j'entendais le bruit des coups qu'il se donnait par terre. J'avais peur. Donc, je les ramassais pour les empêcher de se faire mal. Et j'avais tort. Je n'avais pas compris que ces enfants en carence affective, en se donnant des coups par terre ou contre un mur, ne faisaient que souffrir physiquement, ce qui était une amélioration par rapport à la souffrance psychique qui était beaucoup plus douloureuse. Ils souffraient moins en se faisant mal physiquement parce qu'ils préféraient une souffrance physique à une souffrance psycho-affective. Et j'avais tort de vouloir, je l'ai fait, on les empêchait de se frapper la tête par terre et j'avais peur tellement ils se frappaient fort. Et je n'avais pas compris qu'en fait ils préféraient ça. Ça les rassurait de se frapper la tête par terre. Et ensuite, on a appris avec les éducateurs le savoir de terrain. Aucun laboratoire ne nous a fait découvrir ça. C'est les gens de terrain, ce que j'appelle les laboureurs. Ayant compris ça, on les sécurisait. Et à ce moment-là, on pouvait les prendre dans les bras. Ils acceptaient qu'on les prenne dans les bras. Seulement une fois sécurisés. Et Nelson et Zina, ces deux Américains, ont montré que les 100 000 enfants récupérés par Șerban Ionescu et d'autres Roumains qui ont très bien fait leur travail, eh bien, ils ont montré que, moi j'avais montré qu'en une nuit ou deux, l'électroencéphalogramme montrait que le cerveau se remettait à bien fonctionner, mais ce n'était pas réparé. Il recommençait un processus de construction. Et Nelson et Zina ont fait des neuroimageries espacées. Quand ces enfants sains ont été altérés par l'altération du milieu pour des raisons politiques, eh bien, 1 an ou 2, la moitié de ces enfants entourés avaient reconstruit leurs 2 lobes préfrontaux, leur système limbique, et diminué. La dysfonction cérébrale avait disparu. Et quand j'étais à Constanța, j'ai vu un garçon très en retard qui a été adopté par une famille toulonnaise
de grand talent, une famille d'accueil vraiment de grand talent, qui a sécurisé ce petit garçon. Il a fait des études, il a appris un métier, et maintenant, il est professeur d'université. Ce qui prouve quand même qu'il a de graves séquelles. Mais on ne devient pas professeur d'université impunément, quand même. mais il n'a pas tout réglé. De temps en temps, je l'invite à déjeuner aux Sablettes, au bord de la mer. Il y a midi, il n'y a pas grand monde. On bavarde. Il est devenu très agréable. Il cherche à redécouvrir ses racines roumaines qu'il ne connaît pas. Ça peut être qu'imaginaire, mais c'est important pour lui. Et donc il est historien, il cherche à les redécouvrir, à redécouvrir une filiation qu'il ne connaît pas. Il a été abandonné. Et je fais semblant de ne pas le voir, de ne pas le remarquer. À la fin de chaque repas, il met des morceaux de pain dans sa poche. Parce qu'il a gardé dans sa mémoire les traces de la famine, des moments où il avait faim tout le temps. Donc la résilience permet de reprendre un bon développement, mais ce n'est pas la guérison. On ne retourne pas à l'état antérieur. On se développe bien, on fait quelque chose de sa blessure, ce n'est pas le retour à l'état antérieur. Mais c'est bien quand même. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. Ils sont blessés, qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne, ça a été fait, on les entoure, ça se fait de mieux en mieux. On va récupérer beaucoup, mais pas tout. Alors, ça veut dire aussi qu'on peut agir. Alors maintenant, je quitte la neurologie, je quitte l'affectivité, et je vais rentrer maintenant dans la culture du quartier où la résilience peut se manifester. Je disais tout à l'heure, il y a des quartiers où il y a beaucoup d'activités pour les gosses. Qu'est-ce qui se passe dans ces activités? Eh bien, ils vont jouer au foot, où ils vont apprendre à faire de la musique. Non seulement ça va stimuler leur cerveau, mais ils vont parler, ils vont avoir un éducateur, ils vont avoir des moniteurs de sport, ils vont rencontrer des copains, ils vont gagner des matchs, ils vont en perdre, bien sûr, comme tout le monde. C'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est le sport de petit niveau. C'est pas le sport de haut niveau qui coûte un prix exorbitant, qui fait des spectacles sportifs stupéfiants que j'adore. Hein. Les matchs de rugby à la télé, je passe 1h30 délicieuse, mais je suis spectateur. Mais ce qui compte, c'est... Mais ça fait rien parce que j'invite des copains, et bien sûr on n'est jamais d'accord, alors on se dispute, mais ça fait partie de la vie. Quand on se dispute, ça fait partie de la fonction démocratique du spectacle. Et si je dis ça, c'est parce que le théâtre grec, dans la Grèce ancienne, avait pour fonction de développer la démocratie. Les comédiens jouaient sur la scène les problèmes de la cité. L'inceste, la violence, la maltraitance, tous les problèmes de la cité, c'était les comédiens qui les jouaient. Donc les spectateurs les regardaient, il n'y avait pas d'implication personnelle, ils n'avaient pas de raison de se disputer. Mais ils regardaient, on fermait les portes, et ensuite les citoyens devaient débattre. Et bien sûr, ils n'étaient jamais d'accord. Mais ça fait partie de la fonction démocratique. Mais il y avait ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait des sortes de disputations, comme disaient les Espagnols, où on devait argumenter. On n'était pas, dans mes groupes de recherche, on n'était souvent pas d'accord. On argumentait, on rigolait, on disait mais non, un tel a fait une publication qui dit le contraire de ce que... On va inviter un tel. Ou alors on achetait son livre, on discutait du livre, où il y avait un débat démocratique. Et puis ensuite on allait au restaurant ensemble, parce que c'est au restaurant que se tissent les liens affectif, hein, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que c'est en dehors, dans les tribunes officielles, là il y a la fonction universitaire, là attention on rigole pas, mais là, et si on n'est pas d'accord, on est blessé. Alors qu'au restaurant, si on s'explique, et puis on fait la fête ensemble, il y a une relation affective qui nous permet de ne pas être d'accord. Et il y a la proximité des mots donne trop de charge affective aux mots. Dans les familles, on attache trop d'importance aux mots. Si ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je ne vous aime pas »,
Je me dis, tiens, elle est drôle, elle sait pas ce qu'elle perd. Donc, je m'en tire comme ça. Si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots, là, je ne vais pas rigoler, là, je vais être très malheureux. Et ça sera les mêmes mots. Donc, il faut qu'il y ait un tiers séparateur, le théâtre, les petits théâtres où on pose les problèmes de la cité, les problèmes politiques, ce qu'on voit actuellement avec le cinéma. Les pays en difficulté aujourd'hui font un cinéma merveilleux. Je ne sais pas si vous avez vu Persépolis. Persépolis, moi je savais, j'ai beaucoup d'amis iraniens, je savais que les femmes et les hommes sont en grande difficulté, mais les femmes plus que les hommes, en Iran, qui est une culture magnifique, un pays très beau, et je savais qu'ils étaient en immense difficulté. Je vais voir le dessin animé et j'éprouve émotionnellement comment une petite fille marrante comme tout, plus elle grandit, plus elle est entravée, jusqu'au moment où elle est emprisonnée dans un foulard noir. J'ai éprouvé émotionnellement ce que je savais intellectuellement et ça m'embêtait. Je me disais, c'est pas bien, mais je ne l'éprouvais pas. Et c'est ce dessin animé qui m'a fait ressentir ce qu'elle ressentait probablement. Donc la fonction des artistes est une fonction démocratique. C'est eux, le football, je mets le football dans les fonctions artistiques, démocratiques, à condition que ce ne soit pas... Alors ça peut être un football spectacle, hein, si vous aimez le spectacle football, comme j'aime le rugby spectacle, pourquoi pas. Mais il faut aussi qu'il y ait des petites équipes, de façon à ce que les gosses puissent se rencontrer, se bagarrer, se disputer et tisser des liens réels. Alors actuellement, on voit actuellement réapparaître un phénomène que j'étais convaincu de ne jamais voir réapparaître, la guerre. Je suis né avant la Seconde Guerre mondiale et j'ai subi la Première Guerre mondiale. J'ai subi la guerre d'Algérie aussi, mais moins douloureusement que la première. Et dans la guerre, quelle que soit la guerre, c'est une fabrique de psychopathes. Les garçons plus que les filles. Les garçons réagissent par des passages à l'acte qui sont valorisés si la culture valorise la violence. Dans une culture en guerre, la violence est adaptative. Si un garçon qui n'est pas violent, dans un contexte en guerre, c'est un garçon méprisé. Ce que j'ai connu. Méprisé par ses copains, méprisé par les éducateurs, et même méprisé par les femmes, et même méprisé par sa propre mère. Dans les années 45-50, après la guerre, quand un petit garçon ne voulait pas se bagarrer à l'école ou dans la rue, sa mère l'appelait Femmelette. Je témoigne de ça, j'ai connu ça. Aujourd'hui, si un petit garçon se bagarre, aujourd'hui, dans une petite portion de la planète, si un petit garçon se bagarre, si un homme est violent, on appelle le SAMU, le GIGN, on appelle les pompiers, tout ça parce que la violence dans un pays en paix n'est plus une valeur adaptative. La violence dans un pays en paix n'est que destruction. Non, destruction des femmes, destruction des familles, destruction des enfants et destruction des hommes entre eux. Mais dans les guerres asymétriques qu'on constate, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup puisque j'ai beaucoup travaillé en Afrique, en Amérique du Sud et au Proche-Orient, dans les guerres asymétriques, c'est pas l'armée la plus forte qui remporte la guerre. Très souvent, c'est une armée invisible de quelques milliers d'hommes hyper entraînés, hyper fanatisés, paraît-il très bien payés, héroïsés, je souligne. La culture, dans ces contextes-là, les femmes sont entravées, on est tous d'accord. Les hommes sont héroïsés. Pourquoi ils sont héroïsés? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un groupe héroïse les hommes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce groupe-là encourage les hommes au sacrifice, à la guerre ou au travail au fond des mines 15 heures par jour. C'est-à-dire que dans les deux cas, les femmes sont entravées, les hommes sont héroïsés. C'est la preuve d'une dysfonction socio-culturelle. Et là aussi, on a peut-être
une possibilité d'action. Mais là, c'est les philosophes, les psychologues, les hommes politiques qui, eux, ont le pouvoir de mettre en débat pour prendre d'autres décisions. Là, c'est plus l'armée. Mais c'est un progrès fragile, puisqu'on voit qu'actuellement, on voit réapparaître la violence des hommes héroïsée. Sauf que, en Ukraine, ma famille paternelle était ukrainienne, en Ukraine, on voit un phénomène, et en Russie, on voit apparaître un phénomène nouveau. Quand j'ai subi la Première Guerre mondiale, presque toute ma famille a disparu. Les hommes se sont engagés dans l'armée française, dans la Légion étrangère. Les jeunes se sont presque tous, garçons et filles, engagés dans la résistance, où presque tous ont disparu. Et dans ce foyer-là, il fallait que absolument il n'y avait pas de mécanisme de protection. La violence est une valeur adaptative. Dans un pays en guerre, dans un pays en paix, on fait des évaluations. 70% des enfants acquièrent ce qu'on appelle l'attachement sécure. C'est-à-dire qu'ils savent sourire, soutenir le regard, babiller, apprendre à parler. Ils vont bien se socialiser. Et on voit qu'à l'école, 74% des enfants aiment l'école et estiment leurs professeurs. On en parle trop peu. On parle toujours de ces 25% d'enfants qui sont humiliés par l'école parce qu'ils avaient un retard de langage, parce qu'ils ne savent pas parler, ils ne savent pas sourire. Et pour eux, l'école est un lieu d'humiliation. Et ils se mettent à haïr l'école. Alors on parle toujours de ces 25% d'enfants, de garçons beaucoup plus que des filles, presque le double. On parle toujours de ces gosses-là qui sont malheureux, qui sont humiliés par l'école, mais il y a quand même 75% des gosses qui aiment l'école et qui aiment les profs. Il faudrait aussi en parler et s'occuper des gosses qui n'aiment pas l'école pour des raisons de carence environnementale précoce. Violence familiale, appauvrissement culturel, je souligne, appauvrissement culturel des bébés avant la parole. J'ai remis au président le rapport sur la commission des 1000 premiers jours. On a tous été d'accord, et maintenant ça a été traduit en 15 langues, c'est en train d'être traduit en japonais, et c'est suivi de plein de réformes internationales, parce qu'on a les découvertes neurologiques et surtout la neuroimagerie qui montrent que, en enrichissant le milieu, on stimule toutes les zones cérébrales, les enfants apprennent à parler, apprennent à se socialiser, et ils entrent à l'école en ayant acquis un attachement sécure. Ce qui n'est pas le cas des enfants qui ont vécu dans un milieu appauvri. Donc, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas toujours, il y a des décisions de politique éducationnelle à prendre, l'université est en grande difficulté actuellement, l'école aussi, nos enfants sont abîmés parfois par l'appauvrissement culturel, souvent par les écrans, qui sont devenus des nounous toxiques, qui altèrent le cerveau, qui retardent l'apprentissage du langage, qui augmentent la vulnérabilité de ces enfants. Donc là, le handicap, là, il ne vient plus d'un accident, il vient d'une défaillance culturelle ou éducative sur lesquelles on doit agir. Alors, que le point de départ soit physique ou environnemental, ça revient au même, ça altère le cerveau, l'affectivité, la parole qui caractérise la condition humaine, mais sur lesquelles on doit pouvoir agir. L'appauvrissement du milieu, par exemple, il y a de plus en plus d'enfants autistes actuellement. Quand j'ai fait mes études, on nous apprenait à la faculté de médecine, influencé par Bettelheim, qu'un enfant autiste, c'était pas génétique, que c'était la faute de la mère. Et que là, Bettelheim joue à une responsabilité énorme. J'ai deux amies femmes
toulonnaise qui ont qui avaient deux petits garçons autistes et qui sont passés devant un tribunal de psychanalystes et de psychologues qui les accusaient du mauvais développement de leur enfant. J'étais avec Norbert Silami, qui était psychanalyste, et je me rappelle que Norbert avait explosé, il n'avait pas supporté ce tribunal, et il avait dit, mais c'est pas possible que vous fassiez ça, même si c'est vrai, vous ne pouvez pas le faire. Non seulement il ne pouvait pas le faire, ça a été fait, mais en plus, on sait que c'est faux. Maintenant, la neuroimagerie montre qu'en fait, ces enfants-là, autistes, ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique, il y en a de plus en plus. C'est dû à une précocité de développement. Ces enfants se développent trop vite, ça bouillonne. Ils n'ont pas le temps de faire des catégories perceptuelles au monde. Ils n'ont pas le temps de s'imprégner, ça part dans tous les sens, comme nous. Si on avait trop de... Ce qui se passe dans notre culture, Internet, les réseaux sociaux nous apportent tellement d'informations variées qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et qu'on est séduit par un langage totalitaire, comme je l'ai vu, comme on l'a tous vu à l'occasion du virus, où il y avait de plus en plus de gens qui disaient « on vous trompe, moi je sais d'où vient la vérité ». La vérité vient des laboratoires qui veulent gagner de l'argent et on retrouve le mécanisme du bouc émissaire ou du gouvernement. J'ai entendu ça aussi. C'est la faute du gouvernement qui privilégie les laboratoires pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on retrouve le phénomène archaïque du bouc émissaire qu'on a tous entendu il y a pas longtemps. Donc, alors là, je le souligne, quand une société se désorganise, on voit toujours réapparaître le phénomène du bouc émissaire qui ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Et quand un enfant part avec un handicap, que ce handicap soit neurologique, physique, etc., comme je vous l'ai proposé, si on fait le phénomène du bouc émissaire, on va le laisser seul avec son épreuve, il n'y aura pas de résilience. Alors que si on accepte de modifier l'environnement avec des mots, des sourires, du foot, des méthodes éducatives, à ce moment-là, ça ne sera jamais du 100%, mais ça sera du beaucoup pour cent. Alors, il y a une époque, et là j'entre dans le dernier chapitre de mon exposé, le handicap culturel. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, mais il n'y a pas longtemps, je vous l'ai proposé tout à l'heure, on faisait du social avec son corps. Les femmes avec leur ventre, les hommes avec leurs bras. Et aujourd'hui, ça a duré depuis 300 000 ans que monsieur et madame Sapiens sont sur Terre, on a fait du social comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu les guerres entre clans, il y a 300 000 ans, puis ensuite, il y a eu les guerres entre cités et États. C'était des guerres de survie, où quand un groupe, une cité-État, n'avait plus d'eau ou n'avait plus de vivres, on galvanisait des hommes bagarreurs et on les envoyait s'emparer des vivres et des biens de la cité-État voisine. Et ces hommes étaient héroïsés, puisqu'ils permettaient à leur groupe de survivre, alors que dans l'autre groupe, vaincu, pillé, il y avait énormément de dégâts. Donc, or, ce qui se passe actuellement, c'est que nos structures sont complètement désorganisées. Quand j'étais gamin, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, ça c'est clair, on sera d'accord, mais une femme qui mettait au monde un bébé, elle était entravée socialement, mais elle n'était jamais seule. Il y avait le lit des relevailles, et quand elle mettait au monde un bébé, si elle disait « je suis fatiguée », le groupe de femmes s'occupait du bébé, le groupe d'hommes s'occupait de la moisson et de l'alimentation, d'aller chercher les viandes, le pain, et le groupe, l'enfant et la femme se retapaient, se développaient pas mal quand même. Et un jour, la femme disait « tiens, ça va mieux, je suis plus fatiguée », et elle reprenait sa place de mère, et l'enfant avait été bien entouré tout le temps. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a découvert à la commission des 1000 premiers jours, où on a auditionné énormément de gens de France et de l'étranger,
Les femmes qui se sont jamais aussi bien épanouies que dans notre culture aujourd'hui, ces femmes-là, elles se mettent au monde leur bébé, elles ont 31, 32 ans, c'est leur premier bébé, elles ont été hyperactives, elles ont fait des études, souvent très bonnes, elles n'ont rien volé, elles arrivent à des postes de responsabilité, elles mettent au monde leur premier bébé et elles se retrouvent seules avec un frigidaire et un écran. Et on voit les dépressions périnatales monter en flèche, parce qu'elles sont seules. Donc, décision gouvernementale, le Sénat a accepté l'augmentation du congé paternité, pas assez, qui est trop peu pris. Il vient d'accepter l'augmentation du congé maternité. L'Espagne, les pays d'Europe du Nord, l'Espagne a des congés paternité beaucoup plus longs que nous, le Québec, beaucoup de pays le font, le Danemark où j'ai travaillé, et les résultats ont été évalués. Quand le congé parental, mère et père, est très long, c'est une bonne affaire pour tout le monde. D'abord parce que les dépressions périnatales des mères chutent, le bébé a deux figures d'attachement autour de lui, la mère parce que on est tous nés d'une femme, on a tous été portés par une femme, et que c'est pendant la grossesse qu'elle a déjà marqué les premières empreintes que le bébé met dans sa mémoire et reconnaît. Donc la première niche sécurisante, c'est d'abord sa mère. C'est la figure d'attachement primordiale. Mais si la mère est morte, si elle est malade, il peut y avoir une autre figure d'attachement primordiale qui peut être une nounou, qui peut être un métier de la petite enfance, qui peut être un homme. Parce que maintenant, les hommes participent de plus en plus aux soins des bébés et depuis les réformes qui sont maintenant valides en France depuis un peu plus d'un an, l'INSERM vient de faire une évaluation sur la psychologie des nouveaux pères. Et devinez quoi? Les principaux bénéficiaires du congé parental, c'est les hommes. Parce qu'ils découvrent la fatigue et le bonheur de tisser des liens d'affection avec leurs propres enfants. Avant, les hommes étaient chefs de famille, pas les femmes. C'est le code napoléonien qui avait fait que les hommes étaient, en 1804, qui avait fait que les hommes étaient chefs de famille, sauf que les chefs n'étaient jamais dans leur famille. C'était les femmes qui n'étaient pas chefs de famille, c'est elles qui faisaient tout, mais elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Il y avait donc là une injustice légale qui disparaît maintenant, et surprise, tout le monde est bénéficiaire. Les femmes sont sécurisées par la présence du gars avec qui elles ont fait l'enfant. Les hommes découvrent le bonheur de ce... On voit de plus en plus d'hommes qui accompagnent les enfants à l'école, qui participent à la cuisine, comme je l'ai vu faire en Finlande, où Jeannette Bougrabe m'avait invité à travailler avec elle. Et on voit que... Et surtout, les enfants sont sécurisés et ils ont plusieurs figures d'attachement autour d'eux. Le village, plusieurs figures d'attachement autour d'eux. La mère, inévitablement, ou un substitut maternel, familial, la grand-mère, ou un métier de la petite enfance, figure d'attachement primordiale. Et d'autres figures d'attachement, le village. Et quand un bébé dispose de ça autour de lui, dans le quartier, la maison des 1000 premiers jours, à Nice, il y en a une qui est très bien. Ça peut marcher avec moins de... Celle de Nice est vraiment très, très luxueuse. Très bien, mais ça peut marcher avec moins d'autres maisons. Des 1000 premiers jours sont très efficaces, avec moins d'investissement, même d'argent et de matière, mais plus d'investissement de relations humaines. C'est ça qui fait l'efficacité pour un bébé. C'est pas l'argent. C'est la relation humaine. Il faut qu'il y ait autour de lui des gens qui lui parlent. Il y a même maintenant qu'on sait, grâce aux théories de l'attachement, on sait que les bébés qu'on met trop devant les écrans, ou qu'on isole à plus forte raison, quand on les met devant des nounous toxiques que sont les écrans, ils ne bougent pas. Ils sont hypnotisés. Et on a fait des évaluations à l'université à Toulon,
ces bébés-là, non seulement ont un retard de langage parfois très impressionnant, mais ils ne savent plus décoder les mimiques faciales de la personne qui s'occupe d'eux. Par exemple, toutes les mères ou tous les éducateurs ont énoncé des interdits préverbaux. On l'a tous fait, ça. Froncer les sourcils, on l'a tous fait, ça. Tous les bébés préverbaux comprennent. Les enfants qui ont été gardés par des écrans ne comprennent plus les mimiques faciales des gens qui s'occupent d'eux. Ils ne savent plus faire la différence entre un énoncé préverbal, la mère est fâchée, attention, ou au contraire l'invitation à un câlin, ils ne comprennent plus, il n'y a plus de différence. Ils ne traitent plus les mimiques faciales parce qu'ils ont été complètement rendus passifs par l'isolement affectif ou par les écrans, ce qui provoque un isolement affectif. Une passivité et un isolement affectif. Donc là encore, on a une possibilité d'intervenir, mais il faudra ne pas supprimer les écrans, bien sûr, parce que c'est des outils magiques quand on sait s'en servir, mais il faudra faire passer des explications, pas forcément des lois, mais des explications, et ça c'est les associations de quartier, c'est les éducateurs, c'est les profs, c'est les professeurs des écoles, c'est les nounous, c'est la vie quotidienne, c'est le village qui devra apprendre aux parents, les aider dans la parentalité et leur dire attention aux écrans, pas d'écran pendant les repas, éteignez la télévision pendant les repas, parce que c'est pendant les repas qu'on parle. C'est pendant les repas qu'on soulève les problèmes de la famille. Quand j'étais gamin, on disait aux enfants, mettez les avant-bras, surtout pas les coudes sur la table, mettez les avant-bras sur la table et taisez-vous. Pas un mot, les enfants. Ils entendaient parler, mais ils n'apprenaient pas à parler. Maintenant, c'est plutôt le contraire, c'est les parents qui ont du mal à parler pendant que les enfants... Mais ça fait rien, la culture change, toutes les cultures changent. Alors, il y a d'autres, les handicaps, actuellement, il y a les handicaps des personnes âgées qui apparaissent depuis... L'âge est un handicap. C'est un handicap progressif, mais c'est un handicap qu'on peut compenser. C'est-à-dire qu'avec l'âge, on ne peut plus apprendre de théories nouvelles. Tous nos enfants, entre le 20e et le 30e mois, apprennent toute langue en 10 mois. Et même à Sophia Antipolis, il y a des enfants qui ont des parents bilingues qui apprennent 2 ou 3 langues en 10 mois. C'est une performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Il y a un déterminisme neurologique, une période sensible, qui correspond à la synthèse des neuromédiateurs. On a 10 mois pour apprendre 1 ou 2 langues maternelles. Et si on le rate, on peut le faire plus tard, mais il faudra travailler plus. Et Claude Agege, au Collège de France, dit que après 8-10 ans, ça commence à devenir très difficile d'apprendre une 2e langue maternelle. Et moi qui vous parle, ça fait 65 ans que je suis débutant en anglais. Mais parce que je m'y suis pris trop tard, quoi. Donc, je resterai débutante probablement toute ma vie. Alors que ces sales gosses-là, ils apprennent l'anglais en 10 mois sans accent en plus. Donc il y a des périodes sensibles à ne pas en rater. Et alors là, on leur donne un facteur de protection. Alors là, je retourne, pendant les minutes qui me restent, je retourne à la définition de la résilience. Comment peut-on évaluer la résilience en face d'un trauma? Alors, j'ai oublié, les personnes âgées déclinent pour l'apprentissage de nouveautés, mais continuent à améliorer leur performance là où ils étaient déjà bons. C'est-à-dire que là où ils avaient une compétence professionnelle, eh ben, ils sont encore meilleurs. Là où ils ont une expérience de littérature, de voyage dans leur vie, eh ben, ils sont encore meilleurs. Là où ils avaient beaucoup d'artisans, beaucoup d'entrepreneurs, à la retraite, enseignent à des jeunes à monter une entreprise et ils ont appris toutes l'arcane des misères administratives qu'il faut pour monter une entreprise et ils en font cadeau aux jeunes qui veulent monter une entreprise. Et ils sont ils sont meilleurs. Alors là, même chez les gens âgés, on a un processus de résilience possible, mais pas pour les langues.
et pas pour l'apprentissage de choses nouvelles. Là, on est plutôt minable. On est minable pour les langues, mais on est bon là où on était déjà bon avant. Et donc, c'est un facteur de protection, c'est un facteur de résilience. Sauf qu'on voit apparaître de plus en plus de maladies d'Alzheimer parce qu'on vit de plus en plus longtemps. Avant la découverte de Semmelweis, la prophylaxie de l'accouchement, 1861, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Il n'y a pas de squelette féminin âgé de plus de 36 ans. 13 grossesses, 4 adultes. Il fallait 13 grossesses pour faire 4 adultes. Quand j'ai travaillé au Congo avec l'UNICEF, aujourd'hui au Congo, l'espérance de vie des RDC, très beau pays en grande difficulté économique et en guerre chronique, l'espérance de vie des femmes aujourd'hui est de 40-42 ans. Dans un pays en paix, l'espérance de vie des femmes aujourd'hui est de presque 100 ans. Elles vont vivre dans un pays en paix, les femmes vivent presque 100 ans, un siècle. Donc la vieillesse est un marqueur de civilisation, particulièrement la vieillesse des femmes. On peut agir là-dessus. Il suffit d'interdire les guerres, ce qui est facile. Et on constate que quand on voit les évaluations ont été faites dans des pays en guerre, c'est Van Nigendorn qui a fait ce travail et qu'on a cité beaucoup à la commission des 1000 jours. Dans un pays en paix, 70% des enfants acquièrent un attachement sécure. Facteur de protection. Ils parlent bien, ils sourient, ils tendent les bras, ils font un babil. C'est des enfants agréables à aimer, faciles à aimer, agréables à éduquer. 30% des enfants démarrent difficilement pour des raisons variées. La plupart du temps, ils ont une altération cérébrale. Parfois, le plus souvent, c'est parce qu'il y a un milieu appauvri, familial, quartier, culture. 5% des petits garçons à la crèche, donc des enfants préverbaux, mordent, poussent, frappent. Moins de 1% des filles. Les garçons passent à l'acte et sont plus brutaux que les filles. Et on le voit dans la délinquance, pratiquement toute la délinquance, c'est les garçons. C'est-à-dire dans les prisons, c'est 96% d'hommes. La délinquance sexuelle, c'est pratiquement que des garçons, que des hommes. J'ai eu des femmes et des mères incestueuses à accompagner. Elles existent. Beaucoup moins que les garçons. Donc là, il y a un déterminisme peut-être biologique qui n'exclut pas le déterminisme culturel, parce que je reprends l'idée que je vous proposais tout à l'heure, la facilité que les petits garçons ont de mordre, de frapper et de pousser a été utilisée par toutes les cultures, y compris la nôtre, pour leur apprendre la guerre. Et dans un pays en guerre, on voit que 30 à 40% des enfants acquièrent un attachement sécure au lieu de 70%. Dans un pays en guerre, fabrique de psychopathes, 25% des enfants, garçons et filles, plus les garçons, apprennent à passer à l'acte avec violence, contre 5% dans un pays en paix. Donc, je vous disais, quand un pays est en guerre, c'est une fabrique de psychopathes pour les générations suivantes. Quand la paix reviendra, quand tout le monde sera mort, quand tout le monde sera ruiné, il y a bien un moment où la paix va revenir. Mais quand tout le monde sera mort. Et là, il faudra bien refaire une culture. Ou bien on refait une culture totalitaire. Beaucoup de régimes totalitaires prennent le pouvoir à l'occasion d'un effondrement socio-culturel. Presque tous. C'est-à-dire que c'est un moment de désorganisation sociale qui fait que c'est un moment fécond pour les candidats totalitaires. Hitler a pris le pouvoir, il a été élu. Ensuite, il a eu une petite magouille, mais il a été élu par un peuple humilié, un peuple cultivé, l'Allemagne, humilié par le traité de Versailles. Donc, le traité de Versailles qui a escroqué les Allemands, tout ce qu'ils gagnaient devait partir à titre de dommages de guerre en France et en Allemagne, en Angleterre. Ils ne pouvaient pas reconstruire leur pays. En 1922, apparaît la solution, les jeunesses hitlériennes. Et le gars qui a inventé les jeunesses hitlériennes, il s'appelle Balladur von Schirach.
Il faut le faire. Hein. Alors j'exagère un peu, il s'appelle Baldur von Schaff, mais je dis Balladur pour faire chic. Bon. Et ce gars-là invente, et quand j'étais psychiatre, j'ai eu à expertiser des hommes qui avaient été élevés dans des Lebensborn en France pour fabriquer des jeunesses nazies, et j'ai encore aujourd'hui des relations amicales avec une femme qui a 2-3 ans de plus que moi, qui a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes. Que du bonheur. On disait aux filles, tu es belle, ce qui était vrai. Elle était forcément blonde aux yeux bleus, puisque sinon elle n'aurait pas été prise dans les jeunesses hitlériennes, puisqu'il y avait une théorie qui disait que la race supérieure, c'était les blancs aux yeux bleus. Ce que je conteste. Je sais quels sont les hommes de race supérieure. C'est les chauves. Et donc, il y avait une théorie culturelle qui organisait les interactions. Et cette femme qui disait, j'ai été très heureuse. On me disait, tu es blonde aux yeux bleus, tu es belle, c'est vrai. Il faut que tu obéisses, c'est la valeur des dictatures, surtout ne réfléchis pas, toutes les dictatures apprennent à obéir. Et dans ce qu'on voit dans les manifestations actuelles, c'est que les raisonnements disparaissent et n'ont pas le temps d'être exprimés. C'est la pensée par slogan. Et le slogan, c'est l'arrêt de la pensée. Mais au moment où on arrête la pensée, on n'a que des amis. Hannah Arendt disait, si par malheur vous avez un degré de liberté intérieure, si vous voulez continuer à penser par vous-même, vous allez perdre vos amis, ce qui lui est arrivé. Quand elle a dit qu'Eichmann, à Jérusalem, était un petit monsieur et non pas un monstre, elle a été haïe par tous ses amis et par son mari et par sa famille qu'elle aimait. Elle a été haïe par les gens qu'elle aimait. Elle avait gardé son degré de liberté intérieure, ça lui a coûté terriblement cher. Et pourtant, je crois qu'il faut continuer à penser par soi-même si on ne veut pas se soumettre à un candidat dictateur, ce qui pourrait bien nous arriver, comme c'est arrivé à beaucoup de pays cultivés qui ne se sont pas méfiés. Alors je termine par une idée dont on a parlé à table tout à l'heure, monsieur le maire, parce que c'est à table qu'ont lieu les véritables communications scientifiques. Et dans notre culture, aujourd'hui, il y a un top de nos gosses, que je trouve extraordinaire. Et on parlait de Sophia Antipolis, de certains lycées, ou même dans tous les lycées, même dans les quartiers en difficulté, il y a un top de gosses remarquable. Ils aiment l'école, ils parlent bien, ils sont gentils, ils font du sport, ils acceptent la loi, ils la critiquent sans se soumettre et sans se révolter. Ils disent tranquillement ce qu'ils pensent. C'est des gosses remarquables. Ils sont minoritaires. Le monde, monsieur le maire disait, le monde leur appartient. Mot à mot d'accord. Ils vont apprendre des beaux métiers, ils vont être très bien payés, ils parlent plusieurs langues, ils vont courir le monde. On a fait des enquêtes en psychosociologie. Ils vont faire des couples stables dans lesquels les enfants vont se développer. Une majorité de gosses sont de plus en plus largués. Ils sont malheureux à l'école. Ils entrent à l'école. Guylaine Dehaene a montré qu'un gosse préverbal, élevé dans une sécurité affective, rentre à 3 ans en maternelle avec un stock de plus de 3000 mots. Un enfant préverbal, élevé dans un milieu en difficulté de disputes, de conflits ou d'appauvrissement affectif, cet enfant sain rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 ou 300 mots. Il ne va pas comprendre les consignes à l'école. Il va pas comprendre ce qu'on va lui expliquer. Et il va voir que son copain de classe, son camarade de classe, ils sont sains tous les deux. Ils sont bien tous les deux. La carence vient d'une agression. Le handicap vient d'une différence de milieu préverbal.
affectif organisé par la structure familiale, le quartier, la culture. Eh bien, ces gosses-là vont apprendre à haïr l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les gilets jaunes ? Qu'est-ce qu'ils ont cassé, les gilets jaunes? Ils sont malheureux. La fin du mois, pour eux, c'est le 20 ou le 15 de chaque mois. Les relations, ils sont tout seuls chez eux avec la télévision. Pas de famille, pas de copains, pas d'activité culturelle. Qu'est-ce qu'ils ont cassé? Ils ont fait la fête sur les ronds-points avec des drapeaux, des saucisses. Enfin, la fête au village. Et qu'est-ce qu'ils ont cassé? Champs-Élysées, les boutiques chics, les symboles de la République, l'Arc de Triomphe. Ils ont cassé ce à quoi ils n'avaient pas accès. Et les gosses qui ont mis le feu à leur propre école, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, un tiers de ces enfants avaient moins de 16 ans. 2 tiers avaient plus de 16 ans, mais 1 tiers avait moins de 16 ans. Les gosses ont cassé l'école, le lieu de leur humiliation. C'est-à-dire que l'objet cassé révèle leur faille et la faille de la culture. Handicap culturel. Et quand on privilégiait le corps des handicapés physiques, accidentés, etc., j'ai connu l'époque où ces hommes, ces femmes étaient laissés seuls, isolés, dans des services chroniques. Personne ne leur adressait la parole, personne ne les invitait à la culture. Comment voulez-vous qu'ils déclenchent un processus de résilience? Ils étaient victimes de leur handicap. Le handicap, je le redis, ils l'ont eu. Mais ces gens-là que j'ai connus, que j'ai côtoyés, n'avaient pas la possibilité de reprendre un processus de résilience. Aujourd'hui, ils l'ont, mais c'est inégal. Ça dépend de la structure du trauma. Et là, c'est l'affaire de la médecine, de soigner le mieux qu'on peut pour qu'il y ait le moins de séquelles possible. Ça, c'est l'affaire de la médecine. Mais c'est l'affaire de la parole, c'est l'affaire de l'affection, c'est l'affaire de la culture du quartier, c'est l'affaire des décideurs politiques d'organiser ce qui va permettre le processus de résilience. Et là, donc, on a un degré de responsabilité, on a un degré de liberté. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Normalement, il faut 3 questions. Voilà. Voilà, 3 questions. Ceux qui veulent partir peuvent partir discrètement. Il n'y a pas de problème. On ne les voit pas, d'ailleurs. Ceux qui restent, ils ont au fond d'eux un trouble. Ils avaient compris avant, ils avaient cru comprendre. Maintenant, ils ont compris qu'ils n'avaient pas compris. Donc, ils ont progressé dans ce sens. Et donc, est-ce que vous avez une question à poser à Boris Cyrulnik? Voilà, ça marche. C'est moi qui... Oui. C'est moi qui donne les... Bonjour. Je suis mère adoptive de 3 enfants, dont le dernier a les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Et ça, on en parle peu en France. Malheureusement, il manque beaucoup de professionnels pour détecter, pour accompagner les enfants. Et aussi, je voulais parler du problème de prévention en France pour les mères, enfin les femmes quoi, ou les jeunes filles, hein, de prévention de ne pas boire d'alcool pendant la grossesse. C'est un grand drame. Il faut savoir qu'en 2020, il y a l'association SAF France qui a dénoncé à peu près, il y a plus de 15 000 bébés qui naissent chaque année
avec les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Et encore, c'est un chiffre de 2020. Il y aurait à peu près plus de 500 000 Français qui vivraient avec des troubles causés par l'alcoolisation fœtale sans le savoir. Il faut savoir qu'en prison aussi, il y a pas mal de personnes qui sont emprisonnées et il y a à peu près 25%, je pense, de la population carcérale qui ont les troubles, ou le SAF ou les troubles. Bon, le problème pour mon fils, c'est que ça n'a pas été détecté quand il était petit. Il est né en 88. En France, on ne faisait pas encore, on n'en parlait pratiquement pas, ou très peu. Et on a consulté, personne n'en a jamais parlé, aucun professionnel n'a parlé de ça. Et c'est seulement lorsqu'il avait 20 ans, j'ai assisté à une conférence d'un pédiatre dans le Nord qui faisait sa conférence sur le SAF. Quand il a décrit tout ce que c'était, je dis c'est exactement ce qu'a mon fils. Hein, et donc, j'ai essayé de consulter à l'époque, là aussi, mais bon, il faut savoir aussi que mon fils avait un peu, encore maintenant parfois, un déni, parce que c'est pas évident, surtout pour un garçon, hein, d'avouer, de reconnaître, parce que, voilà, comme il n'a pas le vrai SAF, ce n'est pas visible. Hein. Et donc, il se considère, c'est normal, comme tout le monde. À chaque fois que je parle autour de moi de ce qu'il fait, on me dit mais c'est pas possible, on ne le voit pas comme ça. Il peut paraître comme un délinquant parce qu'ils font pas mal de, ils sont contre les lois sociales, hein, et donc voilà, ils sont très mal considérés. Et en médecine, on n'apprend pas les médecins, très peu. Hein, c'est seulement les psychiatres qui abordent le sujet. Merci pour votre question, parce qu'effectivement... Moi, c'est précis et bref. Oui, bonjour Monsieur le Professeur, merci pour ce magnifique exposé. Je voudrais avoir votre avis sur les traitements chimiques. Considérez-vous qu'un petit enfant en primaire, à qui on détecte, soi-disant par des écoles de psychologues, des troubles de l'attention, est-ce un handicap qui nécessite des traitements chimiques, comme ça devient la mode actuellement? Le traitement chimique calme l'enfant qui est turbulent jusqu'à 17 heures selon les doses attribuées. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Marie-France Masseyev. Donc, bref et précis. Merci pour cette belle conférence. Je voulais vous interroger sur la notion d'antifragilité dans le prolongement de la résilience et d'homéostasie, sur lesquels on sert l'adage « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Savoir si vous aviez évoqué ou étudié ce cas-là d'antifragilité, d'homéostasie. Renforcement par des expériences malheureuses, on va dire. Merci. Alors, je pense, pour la première question, je pense que quand on fait des relations de causalité exclusives, il a eu un trauma crânien, donc c'est irrécupérable, on aggrave le handicap. L'alcool a fait partie de notre culture, fait encore partie de notre culture, et ça a provoqué des dégâts effrayants chez les hommes, plus que chez les femmes, et c'était encouragé par la culture. Quand j'ai fait mon service militaire, le jour de l'incorporation, le gouvernement de l'époque nous donnait des paquets de gitanes qui étaient faits qui permettaient des groupes de gitanes. Et quand on s'ennuyait, le gouvernement nous apprenait à fumer. Quand ma femme a mis au monde notre premier enfant, elle a accouché dans un hôpital de Pointe où on lui a apporté une bouteille de vin rouge. Alors ma femme a dit « mais je suis en train d'accoucher ». « Oui, mais vous y avez droit ». Alors je dis « mais j'y ai droit, mais je préfère ne pas la boire, je suis en train d'accoucher ». Donc c'était... Et si ça a disparu, si c'est en cours de disparition, c'est parce qu'il y a eu des réunions comme celle d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire. On s'explique, il y a un savoir de terrain.
Ce savoir de terrain, c'est les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les nounous. Il y a un savoir de terrain qui n'est pas le savoir du laboratoire et qui est respectable. Exemple, j'ai été invité par un grand musicien qui avait fait un orchestre avec des garçons qui avaient des traumatismes crâniens qui les avaient rendus terriblement agressifs. Et ces garçons n'arrivaient pas à s'exprimer. Et donc, ne pouvant pas s'exprimer, ils avaient tendance à passer à l'acte un peu facilement. Dès l'instant où ce chef d'orchestre a fait un orchestre, une chorale et un orchestre, il leur a appris à chanter. Je témoigne que j'ai vu s'apaiser ces garçons en quelques mois, sans médicaments bien sûr, en quelques mois. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avait pas agi sur leur cerveau. Ce qui avait agi sur leur cerveau, c'est la maîtrise des émotions, l'entraînement de l'acte, la socialisation. On est tous ensemble pour apprendre à chanter. Même raisonnement donc pour le TDAH, l'hyperkinésie, qui est une maladie du monde moderne. Parce que nos enfants, nous-mêmes, mais surtout nos enfants, sont contraints à l'immobilité. Alors les filles s'adaptent mieux que les garçons, et dans l'hypermobilité, dans l'hyperkinésie, il y a une très forte majorité de garçons qui supportent moins bien que les filles l'immobilité physique. Et alors on voit quand on part à la récréation, hein, les gosses, garçons et filles, là, ils crient, et puis les garçons crient un peu plus longtemps que les filles, parce que les filles qui parlent avant les garçons, elles ont un point, la maîtrise de l'émotion, qui est la maîtrise de la parole, puisqu'elles parlent avant les garçons. Donc il y a des filles hyperkinétiques, beaucoup moins que des garçons. J'avais une petite patiente qui était très difficile pour la famille, parce que ces gosses sont difficiles pour la famille, hein, très difficiles, jusqu'au jour où sa mère a eu l'idée absurde de l'inscrire dans un cours de danse. Et la petite fille, dès qu'elle sortait de l'école, allait au cours de danse, l'hyperkinésie a disparu en quelques mois, sans médicaments. Donc probablement le déterminisme de l'hyperkinésie des enfants, les garçons plus que les filles encore une fois, il y a probablement un déterminisme neurologique. Pourquoi les garçons plus que les filles? Et ce qui n'exclut pas le déterminisme culturel, nos enfants sont trop immobiles à l'école, devant les écrans, et il faut développer le sport. Il faut développer les activités physiques. Les garçons deviennent difficiles à supporter et les filles deviennent obèses, plus que les garçons. Donc là, il y a encore une décision éducative à prendre. Et puis la troisième question, c'est l'homéostasie. Alors je pense qu'effectivement, il faut s'entraîner à raisonner en termes d'homéostasie, c'est-à-dire que le système fonctionne avec une coordination de différents sous-systèmes, comme le raisonnement que j'ai proposé, biologique, ça existe, hein, génétique, les gènes existent. Hein. Quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est la femme qui est enceinte. Et puis j'ai remarqué que généralement, quand elle met au monde un bébé humain, c'est assez rare qu'elle mette au monde un hippopotame ou une hirondelle de mer. Donc ça veut dire qu'il y a un déterminisme génétique. Mais que ce déterminisme génétique prend des formes différentes tout de suite dans l'utérus. C'est l'épigenèse dont je parlais tout à l'heure. Et même si actuellement on voit une augmentation des TSA, des troubles du spectre autiste, la schizophrénie, pendant très longtemps, on disait c'est une malédiction, c'est une punition de Dieu. Ensuite, on a dit c'est une maladie génétique, on ne sait pas la diagnostiquer, mais ces hommes, un peu plus que ces femmes aussi, sont foutus, c'est pas la peine de s'en occuper. On va faire un hôpital psychiatrique où on va les enfermer. Et j'ai connu cette époque où on ne va pas leur parler et ils sont foutus pour la vie, voilà, pour soigner les autres. Or, on constate aujourd'hui que dans un pays en paix, quelle que soit la culture, dans un pays en paix, il y a 1% de la population qui est étiquetée schizophrène, ce qui est beaucoup. Dans un pays en guerre ou en désorganisation sociale, c'est 4% de la population. C'est énorme. Donc je disais tout à l'heure que la guerre est une fabrique de psychopathes pendant plusieurs générations. Là, je dis que aujourd'hui, ceux qui ont une petite vulnérabilité émotionnelle, neurologique, je ne sais pas,
un grand nombre d'entre eux deviendront schizophrènes, alors qu'ils ne seraient pas devenus schizophrènes dans un contexte en paix. Donc, bien sûr, la désorganisation sociale, alors il y a des accidents physiques, hein, traumatisme crânien, abcès, hémorragie, bon, ben ça c'est la médecine, hein. On le fait de mieux en mieux, ça. Mais la société soigne de mieux en mieux ce qu'elle provoque de plus en plus, l'homéostasie. C'est-à-dire que là, il y a des décisions préventives où l'éducation joue un rôle majeur. Ce n'est pas la punition. Ces petits garçons hyperkinétiques qui mordent, qui poussent, qui frappent, 8 fois plus que les petites filles, ces petits garçons, on les punit. C'est pas ça qui va les éduquer. La prévention, c'est de les sécuriser et de leur apprendre à établir des relations autrement qu'en poussant ou en tapant. C'est faisable. Les pays d'Europe du Nord l'ont fait. Ils ont diminué les suicides de 40% en 10 ans et l'hyperkinésie au Danemark a pratiquement disparu. Les médicaments, parfois, peuvent aider le symptôme parce que pour les familles, c'est une grande épreuve. L'idéal, c'est un rêve, hein. L'idéal, c'est une utopie, mais il faut avoir des utopies pour prendre une direction, pour avoir une étoile du berger. L'idéal, c'est l'éducation précoce, le soutien des familles. Si un trouble se développe, les familles sont en difficulté. Ce n'est pas ce qui a été proposé récemment de punir les familles dont les enfants étaient délinquants. Ça, je crois que ça va vulnérabiliser encore plus les familles qui auront encore moins de pouvoir autoritaire. Donc les enfants, les garçons surtout, seront encore plus délinquants. C'est la prévention, c'est la petite enfance et la culture. Merci au Conseil de développement, merci à Johanna Simoes, merci à vous tous d'avoir participé à cette journée sur le handicap. Et je crois qu'on a appris des choses et donc de ce qu'on a appris, on va en tirer du concret pour améliorer encore ce qui se passe dans notre cité. Parce que vous avez bien compris que c'est localement qu'on peut faire beaucoup plus dans la prévention et l'éducation. Merci encore à Boris Cyrulnik. Voilà. Si vous souhaitez revoir en fait cette conférence, ça sera mise en ligne très prochainement sur notre plateforme de participation citoyenne. Ça s'appelle Participer à Antibes. Également, on vous a remis un petit questionnaire. Si vous avez eu le temps d'y répondre, vous pouvez le déposer à l'accueil où il y a une personne qui le récupérera ici. Merci.